nouvelle semaine d'information sur la première. Yorana, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Voici les titres de ce lundi. Une circulation sur l'eau plus stricte au Raromat Ay pour éviter les accidents à la Hawaii Kinuiva'a. Comme chaque année, les règles sont plus dures. Quelles sont-elles? Réponse dans un instant. Avant de connaître le vainqueur du grand concours de pêche, nous rejoindrons Inacio Raveino et Patrick Sing Sing à la pesée à Huahine. Le CHPF dématérialise les fichiers de ses patients. Objectif recherché, à disposer d'un outil de coordination et d'information pour les professionnels de santé et les malades. Le gouvernement donne son cap pour 2025. Il dit vouloir atteindre les ambitions fixées par le programme du Tabinihwir Atira. Rien de concret, dit l'opposition qui a été très critique sur le rapport d'orientation budgétaire. Le ministre de l'économie et des finances nous donnera les grandes lignes budgétaires de l'an prochain. Warren Dexter est notre invité ce soir. Peut-on vivre du métier de DJ? Oui, mais il faut se distinguer sur un marché de plus en plus concurrentiel. De jeunes Polynésiens se forment au métier. Nous verrons comment à la fin de ce journal. C'est une coutume, impossible de naviguer à son aise sur le plan d'eau aux îles sous le vent. Pour la 31e édition de la Hawaii Kinuiva'a, les règles de navigation sont durcies, mais la grande nouveauté cette année, ce sont les gilets de sauvetage. Le point avec Inacio Raveino et Sandroli. C'est la nouveauté de cette année, 3 gilets obligatoires par embarcation. Une nouvelle plutôt bien accueillie par les rameurs. C'est une nouveauté ça cette année les gilets? Ah ouais. C'est bon, c'est pour sécurité au pays, la sécurité. C'est bien d'avoir. Ah oui, on ne sait jamais avec tous les accidents qui s'est passé. Ouais, ça peut aider. Les nouveautés au niveau du règlement ont changé, donc ils auront l'obligation d'avoir 3 gilets à l'intérieur de la pirogue. Pas de les porter, mais de les avoir à l'intérieur de la pirogue. Bien malgré lui, Marc fait aussi partie des nouveautés de cette édition. Après avoir été sollicité par la Fédération tahitienne de Va'a pour assurer la direction des courses du calendrier fédéral, la COV a aussi décidé de faire appel à ce pêcheur de profession. On va dire ça comme ça, c'est moi la nouveauté aussi. Ça s'est fait tout simplement parce qu'ils avaient perdu leur directeur de course. Pour les raisons que je ne connais pas, je ne vais pas en parler. Par contre, j'ai été sollicité par la fédération de VA, par Dito, pour prendre la direction des courses pour la fédération. Et ensuite est venue s'enchaîner la COV, qui est gérée par Tutu Mamato, qui m'a aussi sollicité pour la Hawaii Kinui Solo et la Hawaii Kinui Va. Bon, j'ai tout simplement accepté. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et le comité organisateur de préciser que malgré la présence de pompes électriques et autres autovideurs, les COP restent obligatoires sur le Va'a. Autre tradition lors de cet événement de grande ampleur, le concours de pêche, un rendez-vous très attendu par les passionnés. Nous allons à Huahine rejoindre Inacio Raveino et Patrick Sing Sing. Inacio, Yorana, vous avez peut-être des premiers résultats à nous communiquer. Oui, Yorana Heyata, ici on attend les 2 plus gros poissons et l'un des 2 vient tout juste d'être pesé. Il pèse 140 kilos. L'équipage qui a pêché donc du coup ce poisson est très fier. On les voit tout autour du poisson. Les photos de souvenirs sont de rigueur. Comme vous l'avez dit, Ayata, c'est quasiment une habitude. C'est devenu presque un incontournable donc, de Hawaii Kinuiva'a. C'est le premier événement populaire de l'événement. Et je vais vous inviter à regarder sur ma gauche. Le silence est quasi religieux. Pourquoi? Parce qu'il reste un dernier poisson à peser. Celui-ci décidera du gagnant ou non de cette édition de ce concours de pêche Ayata. Merci beaucoup Inacio Raveino et Patrick Sing Sing pour ce point en direct depuis Huahine. L'an dernier, c'était un équipage de Ha'apu qui avait remporté le jackpot de plus de 5 millions de francs pacifiques. La jeune fille disparue en mer à Rimatara n'a jamais été retrouvée. Les recherches se sont poursuivies ce lundi. Elles ont été rendues très compliquées par des conditions météorologiques très défavorables. Les tentatives pour retrouver le corps de Punahei Terewa sont restées vaines ce lundi. Mais pour lui, c'est une fin heureuse. Le membre d'équipage du paquebot Boréal, qui était porté disparu depuis hier matin alors qu'il était parti en randonnée, a été retrouvé sain et sauf très tôt ce lundi.
L'avenir du RSMA était en péril, suspendu à la décision des élus de l'Assemblée sur la reconduction ou pas de la convention triennale. Elle lie le pays et l'État. Elle a été adoptée à l'unanimité en septembre dernier et elle est devenue concrète cet après-midi. Le gouvernement accepte donc de soutenir jusqu'en 2026 encore ce dispositif d'insertion professionnelle qui est un succès. Rappelons que le régiment du service militaire adapté forme jusqu'à 900 jeunes chaque année pour un taux d'insertion de 90%. On écoute le colonel Frédéric Gerlinger, chef de corps du RSMA de Polynésie. Il répond à Miritou Matariri et Heidi Nko. Cette convention, elle cadre un peu l'action à la fois de l'État, du pays et du RSMA, bien évidemment, au profit de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes volontaires du régiment. Donnez-moi un exemple concret. Concrètement, il est mentionné dans la convention le partenariat qu'on a entrepris avec le CEFI qui nous accompagne dans les formations qui préparent les jeunes à la recherche d'emploi et à la préparation de CV, de lettres de motivation. C'est une révolution numérique au centre hospitalier du Taoné. Les patients possèdent désormais un dossier informatisé. Il doit permettre d'assurer un meilleur suivi entre les services et une fluidification dans la prise en charge. Souvent critiquée et parfois remise en cause, la digitalisation du secteur de la santé au CHPF semble être en marche. Mérénie Gamblin, Hubert Yao. Touyana a rendez-vous à l'hôpital ce matin. À l'accueil, elle apprend qu'elle n'a pas à faire la queue pour sa fiche bleue. Elle peut se rendre directement en consultation. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour cet habitué des lieux. Je dirais que c'est un peu perturbant pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais je dis aussi que ça facilite les choses. Parce que du coup, certains patients arrivent en retard. Le fait d'attendre la fiche bleue. Alors ce laps de temps, tant mieux venir directement à la consultation. Anati est en place depuis le 22 octobre à l'hôpital et vient remplacer l'ancien logiciel. Il a été pensé pour réduire le temps d'attente des usagers et faciliter les prises en charge médicales. Le médecin peut avoir plus d'informations sur le dossier d'IDE directement depuis son poste sans chercher le dossier papier du patient pour avoir toutes ces informations-là. Et de la même façon, entre les services, ça permet que l'information soit toujours accessible pour le service receveur du patient, le service en aval. Il peut toujours consulter le dossier du patient qu'il va prendre en charge pour avoir certaines informations et pouvoir préparer sa prise en charge ensuite. Le programme a coûté 250 millions de francs à l'hôpital. Claude Panero a tenu à faire aboutir ce projet mis en stand-by pendant le Covid. Elle sera remplacée à la fin de la semaine, mais part fière de l'héritage qu'elle laisse à l'établissement et aux antennes des archipels. Ce projet de transformation managériale, mais également de périmètre de l'offre de soins avec de nouvelles activités, tient aussi compte des besoins présents et futurs de la population polynésienne. Nous devons absolument préparer notre établissement à ce que j'appelle souvent moi un tsunami sanitaire qui arrive dans un hôpital qui est déjà saturé et qui prévoit une augmentation du taux de recours hospitalier de près de 22% d'ici à 2030. Donc moi je suis heureuse et sereine d'avoir mené à bien ce projet parce que ce projet, l'hôpital en a besoin. 600 personnes se sont mobilisées aux côtés de la directrice pour fixer ces nouveaux objectifs d'ici à 2030. L'arrivée du logiciel Anati est peut-être le signe d'une amélioration générale de la situation du CHPF qui n'attire plus les professionnels de santé. Respecter, soutenir et bâtir, c'est le cap du gouvernement fixé l'an dernier et qu'il entend maintenir. Mais comment atteindre ce cap sans projet structurel concret, s'interroge l'opposition. Elle s'inquiète du manque d'action concrète. 18 mois se sont écoulés depuis votre accession au pouvoir et la lutte contre la cherté de la vie n'a toujours pas franchi le stade de la promesse électorale. C'est ce qu'a déclaré l'ancien président Édouard Fritsch. Résumé de la séance avec Sibel Plichard et Heidi Nko. J'aurais tendance à dire comme Bugs Bunny, excusez-moi du peu, quoi de neuf, docteur? Pour l'opposition, le gouvernement tourne en rond. Si l'inflation est en baisse, la croissance économique mondiale est aussi en train de fléchir. Il faut agir vite avant de se faire surprendre. Il nous parle de lutter contre la cherté de la vie continuellement. Il nous parle également de l'équité fiscale. Donc on voudrait savoir qu'est-ce qu'ils mettent derrière ça. Comment concrètement ils comptent améliorer le pouvoir d'achat des Polynésiens. Alors en commission, le ministre des Finances, qui est très honnête, nous a avoué que les marges de manœuvre étaient très réduites. Donc on entend des effets d'annonce comme les PPN qu'on va réserver aux classes les plus démunies. Quid des classes moyennes? À chaque fois, on oublie ces classes intermédiaires.
Pour faire face à la vie chère, il y a bien cette volonté transversale de promouvoir une production endogène et moins dépendre des importations. En attendant, le ministre des Finances mise sur la responsabilisation des acteurs économiques. À mon niveau, ce que je vais faire en tant que ministre des Finances, c'est de développer ce qu'on appelle des accords de modération, c'est-à-dire négocier avec tous les chefs d'entreprise, de se responsabiliser sur la politique des marges propres à chaque catégorie de produits. Et je veux dire qu'ils sont très attentifs à ce discours-là, parce qu'effectivement, le système des PPN n'est pas un bon système. En définitive, il est inflationniste. Des annonces sur les PPN ou sur la hausse des taxes sur les produits sucrés, mais aucun texte concret pour le moment. Rien ne vient compenser la suppression de la TVA sociale. La réforme de la PSG n'a toujours pas vu le jour. Une meilleure gestion des comptes publics reste le credo de Ahere Polinetia. Les satellites du pays posent problème. J'ai cité le cas de l'OPH. On sait que cet établissement connaît des difficultés. Il avait 4 milliards d'impayés et l'ancienne ministre nous a dit qu'il y avait un audit qui serait lancé, un deuxième au mois de décembre, et le président nous a annoncé un troisième audit. Comme je l'ai dit, très souvent, les audits sont le prétexte pour enterrer les réformes. On va avoir le cas de la subvention d'équilibre, de 3 milliards pour ATN. Donc tout ça s'additionne. Après le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé et manifestement, le gouvernement n'était pas préparé à ça. Après les discussions en commission et le débat d'orientation budgétaire aujourd'hui, place à l'examen du budget primitif. Le document final devra parvenir à l'Assemblée au plus tard le 15 novembre. Et nous accueillons tout de suite notre invité, Monsieur le ministre Yorana. Bonsoir Yata, bonsoir à tous celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent. Merci d'être sur Polynésie la Première ce soir. Alors on l'a entendu, l'opposition dit qu'il n'y a rien dans votre document d'orientation budgétaire, que c'est un dossier creux, que vous n'avez pas de cap. En somme, le gouvernement Broderson, c'est égal à 0 sur le plan économique. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est toujours la même rengaine tous les ans, c'est le jeu de l'opposition que de dire que ce que la majorité propose, c'est pas bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez justement ? Deux exemples, puisqu'on en est là, et ils le savent, on prend des mesures substantielles en faveur de l'immobilier et du logement pour 2025, avec une baisse substantielle des droits de mutation, la mise en place du prêt à taux zéro pour soutenir les ménages qui ont plus besoin pour investir, un budget de 7,7 milliards qu'on alloue pour la réalisation du programme de logements sociaux, la mise à disposition de fonciers pour faciliter les constructions à moindre coût. Vous voyez, on a plein de mesures comme ça et je ne parle même pas des mesures pour la lutte contre la vie chère. Donc elle va être développée lors de la présentation du document d'orientation budgétaire pour 2025. Absolument, oui, à mi-novembre. Oui. Ça, c'est sur le plan, en tout cas, du logement et de l'immobilier. Concernant la consommation des ménages, vous en parliez tantôt, elle a terminé d'être en hausse selon les chiffres. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour compenser la suppression de la taxe sociale ? Alors, parler de la lutte contre la vie chère. Oui, ça va ensemble. C'est ce que je disais dans le reportage, c'est-à-dire qu'on va travailler, on travaille déjà depuis un moment sur des accords de modération qui vont se substituer progressivement aux produits de première nécessité. Aujourd'hui, les PPN, pour caricaturer, c'est 7%. On oblige les magasins à baisser leur marge sur à peu près 10 à 20% du magasin. Et demain, on peut supprimer ça pour que les entreprises modèrent leur marge sur l'entièreté du magasin. Et ça veut dire que les PPN vont être supprimés ou vont pas totalement supprimés, exister? On va garder un panier pour les ménages les plus nécessiteux, mais c'est vrai qu'on va réduire la liste pour ensuite généraliser l'exercice de limitation des marges à tout le magasin. Et comment est-ce que vous repérez les ménages les plus nécessiteux et les plus modestes aussi finalement? Alors ça, effectivement, ça reste à arbitrer parce que de toute façon, dans ce dispositif, on aura besoin de mettre en place la fameuse carte FATO pour la carte d'aide au pouvoir d'achat. Et donc, il va falloir fixer le curseur à un juste niveau. Madame Tuporori a effectivement dit qu'il ne faut pas pénaliser les classes moyennes. Il ne s'agit pas d'accorder cette carte qu'à ceux qui n'ont pas d'emploi. Il faut accorder à ceux qui ont le SMIC et même au-dessus. Parce qu'il y a de vraies difficultés. Par exemple, pour contracter des prêts pour l'immobilier, on nous dit qu'en dessous de 5 SMIC, ce n'est pas possible. Un ménage qu'à 5 SMIC. Donc, il va falloir viser ces catégories jusqu'à 5 voire 6 SMIC. Alors ça, c'est pour la consommation de produits alimentaires. Mais l'opposition soulignait aussi aujourd'hui, il y a aussi l'essence, l'électricité, tout ça. Est-ce que ça fait partie aussi d'une grande réforme, de quelque chose sur laquelle vous êtes en train de réfléchir ou... Alors jusqu'à aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui ont permis quand même d'épargner la population par rapport aux flambées des prix qu'il y a à l'international. Tout le monde est content de voir son essence à 155 francs. Quand vous allez voir en Nouvelle-Calédonie, ils sont à plus de 200 francs le litre. Mais c'est vrai que ce sont des dispositifs, il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que c'est normal qu'à la pompe, un riche et un pauvre payent le même prix au litre, quoi. Donc effectivement, il y a cette réflexion qui sera menée également sur les hydrocarbures et l'électricité. Et pour revenir, vous n'avez toujours pas répondu à ma question sur comment faire pour compenser la taxe sociale qui, je le rappelle, rapportait 9 milliards par an.
Alors ça, c'est un débat qui revient tout le temps et je dois dire que je ne comprends pas parce que depuis le début, je dis que les impôts existants ont un rendement fiscal exceptionnel et du coup, on n'a vraiment pas besoin de mettre en place, de remettre en tout cas une taxe sociale c'est pour le financement de la PSG. Le message que j'ai délivré également, c'est que si un jour on devrait me remettre une taxe, ça ne c'est certainement pas sur la consommation où on frappe le riche et le pauvre de la même manière. On va aller demander à ceux qui ont le plus de contribuer. Alors ça fait partie aussi de votre réforme fiscale pour l'année prochaine. Elle va s'articuler, elle va se traduire par la mise en place d'impôts sur le revenu. Pas jusque-là. C'est vrai que l'impôt sur le revenu, c'est dans l'idéal parce que ça permet de mieux appréhender les revenus des particuliers, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas favorables parce qu'un impôt sur le revenu, ça veut dire que vous pouvez être contrôlé vous-même par l'administration fiscale. Est-ce qu'on va avoir une administration intrusive? Moi, je pose la question. Personnellement, j'y suis défavorable. Je trouve que notre petite CST, elle marche bien. Je crois qu'elle a même un meilleur rendement que l'impôt sur le revenu calédonien. Donc, pourquoi compliquer les choses, sachant que le système actuel simple... Il n'y aura pas de réajustement de la CST aussi alors pour l'année prochaine? Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour parce qu'encore une fois, il n'y a pas de besoin de financement de la PSG pour l'instant. Peut-être en 2026, mais en 2025, on n'a pas besoin. Très rapidement, pour revenir sur la taxe sociale, vous dites que les rendements fiscaux permettent aujourd'hui de venir combler le manque de 9 milliards, mais est-ce que, à vitam aeternam, ça veut dire que les pouvoirs publics vont venir combler ce manque? Vous voulez dire pour les caisses du pays vont continuer à remplir les caisses de la PSG? Il n'y a quasiment pas besoin. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, le budget du pays a contribué à l'équilibre des comptes sociaux à hauteur de 2,8 milliards. Et cette année, on est à 2,6 milliards qui est prévu. Donc vous voyez, ça ne va pas chercher loin. On n'a certainement pas besoin de 9 milliards supplémentaires pour équilibrer les comptes. Aujourd'hui, Air Tahiti Nui aussi va avoir sa subvention de plus de 3 milliards. Il n'y avait pas d'urgence selon l'opposition, mais la subvention a été adoptée à la majorité. Vous avez déjà subventionné Air Moana aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut supposer que les compagnies aériennes locales sont sous perfusion? Alors, pour l'instant, on n'a toujours pas subventionné Air Moana parce qu'on est toujours désespérément en attente de réponse de ses actionnaires. Mais sur Air Tahiti Nui, c'était vraiment une urgence parce que si on ne livrait pas cette subvention, elle serait dans un seuil critique, c'est-à-dire capitaux propres. Quand les fonds propres sont inférieurs à 50% du capital social, ça veut dire que la société est en faillite, il fallait qu'on intervienne. Et vous avez toujours pour projet d'atteindre le nombre de 600 000 touristes par an, mais il n'y a toujours pas de grands projets du côté du gouvernement, en tout cas pour construire de nouveaux hôtels. Où est-ce que ça en est? Alors ça, il y a un schéma directeur qui est en cours pour savoir quels emplacements du pays on doit privilégier et on va être au clair d'ici la fin de cette année et on va lancer des appels à manifestation d'intérêt au début 2025. Et sans trop vouloir m'avancer, je pense qu'il y a des destinations comme Tupei, vous allez avoir pas mal de candidatures. Donc j'ai hâte d'arriver à cette échéance. Donc, projet à suivre. Donc merci beaucoup Warren Dexter d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et je rappelle que le document budgétaire de 2025 devra être soumis aux élus au plus tard le 15 novembre. C'est une première aux Marquises. 16 salariés ont vu leur préparation et leur examen du code de la route financé par le Fonds paritaire de gestion. Une auto-école, la seule à avoir accepté de se déplacer dans l'archipel, s'est rendue sur place durant 2 semaines pour préparer les candidats. La première session d'examen s'est donc déroulée aujourd'hui. Tangaroa Tutairihia est interrogé par Marie Curva. On a une partie des candidats libres et une partie des candidats en fait, qui ont suivi une formation par le biais de l'auto-école Tahiti Drive. Et donc on a répondu à un besoin, on va dire, de Nukuhiva, par le biais du Tawanhau, Mirna Peterano. Et justement, on est là pour organiser les examens de code de la route. Et 6 sessions d'examen sont programmées pour les nombreux volontaires marquisiens. David Guetta, DJ Snake, Bob Sinclair, DJ Armello ou El Sueño, au Fénois, ils sont nombreux à vouloir suivre leurs pas. Ce rêve est désormais à portée de main pour les jeunes Polynésiens. Une formation est disponible à Tahiti, car maîtriser les platines ne suffit plus. Les aspirants à disque jockey doivent aujourd'hui être capables d'illustrer musicalement une soirée à la plage, comme une inauguration de boutique de luxe. Ismaël Tahiata, Rowan Potoru. Une plaque d'argile numérique musicale et des signes graphiques qui rappellent l'écriture cunéiforme. Des triangles, des carrés et des colonnes. Pour un DJ, c'est la plus belle des partitions. Dans ce métier-là, on a le DJ animateur donc qui fait danser les foules, et on a le DJ producteur qui, lui,
produit de la musique. Et aujourd'hui, on est en train de voir ces deux facettes-là. Donc comment produire notre musique sur notre ordinateur avec notre banque de sons et après pouvoir le jouer sur une scène en club ou en festival. Ils ont entre 15 et 40 ans, des passionnés de l'afro et du deck, des styles de musique qui cartonnent dans l'Hexagone. 20 heures de formation, à commencer par apprendre à construire un instrumental. 1, 2, 3. C'est assez technique, mais là, depuis que je suis là, Armelou nous explique très bien, c'est clair, c'est concis, on y va petit à petit. Je pense qu'il y aura beaucoup de pratique et c'est vraiment ce dont j'ai besoin, donc très contente. Il y a toujours des choses à apprendre, il faut toujours rester ouvert et tout. Je suis plus professionnalisé sur le mix, mais pas encore sur la platine, mais je pense vraiment que ça va m'apporter quelque chose. Disc jockey, c'est composer sa musique et aussi et surtout apprécier l'euphorie des soirées bien arrosées. C'est un métier très, on va dire, envoûtant. Il ouvre plein de portes dans plein de domaines. Et surtout, c'est un métier assez, on va dire, joyeux, tout ça. On est toujours un peu dans la fête. Une académie de DJ en Polynésie ou comment découvrir le prochain Beethoven des platines. Un chemin tout tracé selon DJ Will. Être en formation en France et revenir sur Tahiti et puis ouvrir une école de DJ, moi je trouve que c'est très très bien, dans le sens où nous, à notre époque, on n'a pas eu de masterclass ou d'école pour pouvoir former justement les DJ. La semaine prochaine, de nouveaux apprentis seront au clavier. Les inscriptions en ligne sont toujours ouvertes. L'information principale de ce lundi soir, les dossiers médicaux des patients de l'hôpital du Taounais sont désormais informatisés. Terminée l'attente pour récupérer sa fiche bleue. Le logiciel est opérationnel depuis le 22 octobre et permet entre autres de réduire le temps d'attente et une meilleure coordination des soins. Et puis à la une de Tahiti Info ce mardi, ce titre chaud devant pour tous les candidats à la Hawaii Kinwiva. La suite du programme sur la première, vos séries télévisées américaines Blacklist et Brokenwood Mysteries. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée, bonne semaine. On se quitte sur ces œuvres d'art des Australes. Le 21e salon a ouvert ses portes aujourd'hui dans le hall de l'Assemblée de la Polynésie. La vingtaine d'artisans vous attend jusqu'au 10 novembre. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.